Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Medb Ayoub, assistant hospitalo-universitaire au service de cardiologie B de l'hôpital Fatouma Bourguiba de Monastir. Je pense que c'est clair maintenant. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à cette belle journée et particulièrement dans cette session de Challenge Cases échographiques. Donc, je présente mon cas clinique qui s'intitule sous le nom de Ventricular Beat and Beyond. Donc, bien évidemment, je déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt. Donc, je présente mon cas. Donc, il s'agit d'un jeune, MA, âgé de 21 ans, ayant comme antécédents familiaux donc, une mère suivie au service de néphrologie pour une insuffisance rénale au stade d'hémodialyse. Donc, et il n'y avait aucun antécédent personnel. Là, comme vous voyez, c'est un jeune mécanicien, en fait. Et il a comme signe fonctionnel, il a des palpitations qui évoluent depuis plusieurs années, associées à des douleurs thoraciques typiquement et qui sont atypiques. C'est des douleurs qui sont atypiques du picotement non liées à l'effort. Donc il a consulté initialement un cardiologue de l'hypopratique en 2016, puis en 2020, mais le patient a été perdu de vue ensuite. Il reconsulte l'année dernière en 2024 pour en fait la même symptomatologie avec un ECG qui a été fait pour lui, montrant une hyperexstabilité ventriculaire. On va voir tout de suite son ECG et un holter rythmique a été réalisé confirmant cette hyperexstabilité ventriculaire. Donc l'examen clinique réalisé pour notre patient, donc, sa tension elle était en 6 bilatérale et symétrique, une fréquence cardiaque à 60 battements par minute. L'auscultation cardiaque notamment n'a rien montré en dehors d'une arythmie. Il n'y avait ni souffle ni rien d'autre. L'auscultation pulmonaire elle était parfaitement normale. Donc a priori notre examen clinique il était sans particularité. Donc je vous montre son ECG. Là, le rythme il est irrégulier mais sinusal, en rapport avec deux extrasystoles ventriculaires comme vous le voyez ici. Et dans les dérivations précordiales, là aussi, ça montre la présence de trois extrasystoles ventriculaires monomorphes, type de retard gauche, avec un rythme qui est trigéminé. Donc, bien évidemment, on a complété par l'holter rythmique afin de quantifier cette charge ventriculaire et on a trouvé le même aspect des extrasystoles ventriculaires à l'holter rythmique avec un nombre total d'extrasystoles aux alentours de 3698 extrasystoles durant les 24 heures. Donc, devant cette hyperexstabilité, on a complété bien évidemment par un bilan initial. Donc, ce bilan comportait donc un bilan biologique, une épreuve d'effort. Bien évidemment, donc on a réalisé l'échographie transthoracique pour notre patient et on a complété par une IRM cardiaque. Là, le bilan biologique il est revenu parfaitement normal, pas de trouble ionique, une fonction rénale qui était parfaitement normale, un taux de calcium et de magnésiumie aussi des taux normaux, donc un bilan thyroïdien normal et un taux d'hémoglobine revenu à 15,2 grammes par décilitre. Donc, a priori, là aussi, notre bilan biologique il était sans anomalie. Donc, qu'en est-il pour l'épreuve d'effort? Donc, cette épreuve d'effort a été réalisée et a été arrêtée au 4e palier. Donc, il y avait une bonne tolérance à l'effort pour notre patient. Il n'a présenté ni de douleur thoracique ni de modification électrique à l'effort. Donc, pendant la durée d'effort, donc, il n'a pas présenté de l'hyperexstabilité ventriculaire. Juste pendant la période de récupération, il y a eu l'apparition de quelques extrasystoles ventriculaires. Donc là, je vous montre les séquences d'imagerie. Donc, après, c'est une coupe en fait apicale 3 cavités. On ne voit pas grand-chose, mis à part si on remarque ici l'apparition d'un petit nodule qui s'insère au niveau de la paroi inférolatérale et qui a l'air d'être hyperéchogène. On va le voir après. Donc là aussi, dans la coupe 4 cavités, on voit une bonne cinétique, une fonction VG qui a l'air d'être conservée, bien évidemment. Et on voit aussi une autre image qui est hyper échogène au niveau de la paroi antérolatérale. Donc au niveau de la coupe de cavité, on n'a rien vu, mais à part une cinétique qui est conservée. Le flux Doppler, il était normal au niveau de la valve mitrale et de la valve aortique. Là, lorsqu'on arrête en fait les séquences, on en voit de façon plus claire la présence de deux images. L'une, elle est ici au niveau de la paroi inférolatérale et l'autre aussi au niveau de la paroi inférolatérale, juste au niveau de l'insertion de feuillet postérieur de la valve mitrale, et celle-ci qui mesure 9 x 7 mm. En fait, c'est des images qui sont hyper échogènes. On les voit peut-être mieux ici. La première, elle se situe, elle est la plus large, la plus importante au niveau du diamètre qui mesure 9 x 18 mm. Et l'autre, on l'a vu auparavant au niveau de la coupe 4 cavités et qui mesure 5 x 11 mm. Donc, on a complété, donc, comme je vous ai dit, donc, il avait une fonction ventriculaire qui est conservée aux alentours de 60%. Et on a complété, bien évidemment, par le strain VG qui a montré un strain qui est globalement acceptable, mais comme vous le remarquez, que
Au niveau des parois latérales, le strain il était particulièrement abaissé là où on a vu les nodules qu'on a vus auparavant. Donc, on a complété bien évidemment par l'IRM cardiaque. Cette IRM cardiaque, elle a montré presque les mêmes images qu'on a vues au niveau de l'échographie. Donc la première image qu'on a vue, c'est au niveau des parois latérales aussi, de façon transversale, et l'autre, on l'a vu dans une autre coupe qui est frontale. À ce niveau-là, c'est des images qui sont en hypersignal et qui évoquent plutôt une masse ou plutôt un hypersignal qui évoque un truc lipidique, graisseux et lipidique. Donc, notre radiologue, qu'est-ce qu'il a répondu? Il nous a dit qu'il s'agit d'une infiltration graisseuse multifocale de la paroi latérale du ventricule gauche. Donc, à ce moment-là, on s'est posé la question, est-ce que s'agit-il d'une dysplasie arythmogène du ventricule gauche? Donc, c'était la première question, le premier diagnostic qu'on a évoqué. Et c'est à ce moment-là qu'on a pensé à faire une enquête familiale. Donc, vu qu'il s'agit d'une pathologie autosomique dominante, donc certainement, c'est très probablement qu'on va trouver des antécédents familiaux. Donc, et là, on s'aperçoit que la mère, plutôt, elle n'a pas été suivie, bien évidemment, pour une dysplasie rythmogène, mais elle est plutôt suivie pour une sclérose tubereuse de Bourneville, donc avec une insuffisance rénale au stade d'hémodialyse. Bien évidemment, tout en étant orienté par les antécédents familiaux, on a refait notre examen clinique qui était a priori sans anomalie initialement. Il n'était pas du tout normal. On a fait l'examen cutané et on a tombé en fait sur des lésions achromiques à bord irréguliers au niveau de la jambe droite. On va la voir tout de suite. Et quelques semaines plus tard, il y avait l'apparition au niveau du visage du patient, ça c'est le vrai visage de notre patient. Et comme vous voyez, c'est des lésions qui sont papuleuses, sans trous faciaux, qui évoquent plutôt des angiofibromes. Donc pour les lésions achromiques à bord régulier au niveau du pied, là, en fait, ça correspond à ça. Et donc, comme je pense que vous l'avez compris, il s'agit, vu les antécédents familiaux et tout, avec les lésions cutanées, ça évoque en premier lieu le diagnostic de sclérose tubereuse de Bourneville. Donc cette pathologie qui a été décrite pour la première fois par ce monsieur Bourneville en 1880. Et cette pathologie qui correspond plutôt, ça ne donne pas une atteinte à un seul organe, mais c'est plutôt une maladie multisystémique. Là, comme vous voyez, donc ça peut donner une atteinte au niveau cérébral, au niveau cardiaque. Et la pathologie cardiaque la plus observée pendant cette pathologie, c'est la présence de rhabdomyome. Ce n'est pas le cas dans notre patient. On va voir qu'est-ce qu'il présente au niveau cardiaque. Et ça donne aussi bien des angiofibromes au niveau rénal, des atteintes cutanées comme on l'a vu, des atteintes au niveau du poumon et plusieurs organes aussi. Donc là, je vous montre un cas de rhabdomyome à partir de la littérature. Ça correspond pas tout à fait aux images qu'on a vues. Et je vous rappelle que la réponse en fait de l'IRM, c'est pas des rhabdomyomes, mais c'est plutôt des images en rapport avec un dépôt lipidique. Donc là, j'ai pris cette courbe dans la littérature et pour vous montrer que, comme je vous ai dit, donc les rhabdomyomes, ce sont les lésions qui sont les plus visualisées en association avec cette pathologie. Ça se voit surtout pendant la première année et ça commence à régresser. Donc on les voit même jusqu'à 90% pendant la première année de vie. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est cette courbe-là qui correspond à l'évolution des rhabdomyomes. C'est une évolution spontanée, donc ça régresse spontanément jusqu'à avoir aux alentours de 20% à l'âge adulte. Là, tant qu'il s'agit d'une maladie multisystémique, on a fait donc, notre bilan d'extension, on a demandé une IRM cérébrale, une IRM abdominale, un examen fondé à la recherche de lésions rétiniennes, un examen génétique, et une biopsie cutanée. Donc la biopsie cutanée, malheureusement, elle est revenue sans spécificité. Il y avait juste de l'inflammation légère du derme, mais sans signe de spécificité. Et je vous montre aussi un papier qui a été publié en 2014 dans l'American Heart Association, qui en fait nous cite les différents critères pour poser le diagnostic de sclérose tubereuse de Bourneville. Donc il faut donc réunir plusieurs critères pour dire qu'il s'agit bel et bien d'une sclérose tubereuse de Bourneville, malgré qu'il y a plusieurs critères, comme on l'a vu pour notre patient. Donc là, il y a plusieurs critères mineurs et majeurs. Donc il y a un critère principal qui est la présence de mutations génétiques au niveau des gènes TSC1 et TSC2. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'enquête génétique pour notre patient. Et là aussi, je cite par exemple, il faut avoir la présence de lésions hypochromiques, comme on l'a vu, la présence d'angiofibromes, de rhabdomyome cardiaque et plusieurs autres critères majeurs et mineurs. Là, je vous rappelle que ce qu'on a vu pour notre patient, c'est plutôt des lésions qui s'incrustent au niveau des parois latérales. Et l'IRM qui nous a répondu à des dépôts lipidiques. Donc ça correspond non pas à des rhabdomyomes, mais plutôt à des lipomes. Donc concernant la littérature, on a revu en fait la littérature, on a trouvé que
même si donc, les rhabdomyomes ils étaient beaucoup plus fréquents et on le voit beaucoup plus fréquemment avec la sclérose tubereuse de Bourneville, on a vu en parallèle que les dépôts lipidiques, ça existe dans la littérature, pas de façon très fréquente. Donc c'était le plus fréquent des case reports, mais c'est la seule série que j'ai trouvée qui a été publiée en 2013 par Shaya et al. Donc cette série, en fait, ils ont pris 73 patients porteurs de sclérose tubereuse de Bourneville. Parmi ces 73 patients, donc 26 patients étaient porteurs de ces lésions-là au niveau cardiaque, et ces lésions-là étaient particulièrement prédominantes au niveau du ventricule gauche, comme vous voyez. Donc c'est 17 patients parmi les 26, ce qui correspond à 65%. Donc, pour notre patient, je reviens à notre patient, on l'a mis sous, bien évidemment, pour traiter l'hyperexcitabilité ventriculaire. On a commencé par du bisoprolol à la dose de 5 mg. Et comme vous voyez, donc, à l'haltérythmique de contrôle, on a passé de 3700 à peu près à 1166 extrasystoles ventriculaires par 24 heures. Je conclue par cette image pour juste illustrer qu'à partir soi-disant d'une simple extrasystole ou d'une simple hyperexcitabilité ventriculaire, mais bien évidemment, il ne faut jamais dire qu'une simple extrasystole ventriculaire, mais à partir d'une hyperexcitabilité ventriculaire, on a cherché et on est arrivé à un diagnostic qui est très rare. C'est en fait la partie immergée de notre iceberg qui est la sclérose tubereuse de Bourneville. Et je vous remercie pour votre attention.